Fabrice Lucchini, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Alors, mon vrai prénom, c'est Robert. Mon nom, c'est Lucchini. Je suis né le 1er novembre 1951. Ça me rappelle le rôle de la semaine dernière. Votre nom, prénom, âge, profession et domicile. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées. Donc, mon nom, c'est Lucchini. Mon prénom, c'est Fabrice. Je suis né le 1er novembre 1951 dans le 9e arrondissement et j'ai vécu toute ma jeunesse à Montmartre chez des parents qui vendaient des fruits et des légumes dans un endroit, dans un quartier très modeste qui se situait entre la Goutte d'Or et la rue Custine, c'est-à-dire précisément au 17 rue Ramet. J'ai quitté l'école à 14 ans et j'ai été apprenti coiffeur jusqu'à 20 ans. Avez-vous conscience d'occuper une place singulière dans notre espace artistique? Alors c'est toujours j'ai des réponses compliquées parce que soit on fait le faux candide, c'est de la vanité. Oh non, je n'ai aucune... Bon, non, je suis absolument sidéré. Quand vous m'avez demandé de me présenter, j'ai quand même appuyé sur mon origine sociale, non pas pour satisfaire à cette époque misérabiliste où tout le monde rivalise en parents émigrés, en HLM affreux, en cité épouvantable, etc. Mais je suis sidéré en venant vous voir. J'ai traversé un quartier chic de Paris. Je suis sidéré, d'être associé à la langue française et de manifestement en avoir donné pas une image, mais en avoir donné un début de rencontre entre Céline, La Fontaine, Flaubert, bientôt Rimbaud et Baudelaire et Molière et tous les gens qui m'ont obsédé. Non, je ne sais pas si je suis conscient, mais je suis sidéré et assez sidéré parce que mon milieu ne m'entraînait pas à être quelqu'un qui est associé à la langue française, avec tout ce qu'elle a, qui est associé pour le public à des choses compliquées. Alors, c'est la révélation de mon métier. Mon métier, c'est... Ma vie a eu un sens quand, chez mon professeur de théâtre qui s'appelait Cochet, Jean-Laurent Cochet, j'ai vu un cours, d'ailleurs ce sera un des éléments de mon spectacle, là, j'ai vu Jean-Laurent Cochet parler de Racine, parler de Molière, parler de La Fontaine, et pour la première fois de ma vie, tout était audible. Je n'étais pas rejeté de ce qui se disait. Je comprenais au sens premier, c'est-à-dire je prenais avec, alors que toute l'école a été une souffrance, et là, tout était audible. Je me souviens très bien que la première rencontre, c'était Alceste, Philinte Alceste, qui m'obsède, qui va être dans la lecture que je vais faire bientôt. Cochet explique que Alceste, musicalement, comme dirait Jouvet, commence par un « laissez-moi » qui en réalité c'est « merde ». Et Cochet parle comme ça du sous-texte. Et cette manière de parler du sous-texte, c'est-à-dire « qu'est-ce donc qu'avez-vous »?« Merde ». Et encore « merde ». Mais merde ». Voilà, 3 notes qui commencent le misanthrope. Après vous mettez derrière le « merde », « laissez-moi, je vous prie ». Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là. Vous n'avez pas compris? Laissez-moi là, vous dis-je. Et non pas laissez-moi là, vous dis-je. On ne sait pas de quoi il parle. Pourquoi laissez-moi là, vous dis-je? Non. Merde. Merde. Bah, quand tu comprends ça, tu es sidéré que s'ouvre à toi l'accès à la culture. Alors là, mot effrayant, ou tout au moins, je dirais, l'accès au répertoire. Et là, ça a été une révélation, une passion, une obsession, une sorte de névrose. Et après des rencontres, des livres, Le Voyage au bout de la nuit, qui a été complètement intrinsèque à ma construction et à ma sensibilité, Flaubert, et après des poètes, et puis après le plaisir d'avoir osé dire ces textes, osé, comme dirait
Paul Valéry, les 10 heures de profession me sont toujours insupportables quand ils prétendent interpréter les textes alors qu'ils ne font que détruire les harmonies premières qui est le respect du chant, des mots, des chants combinés en quelque sorte. Donc j'ai osé trahir, ou tout au moins essayer d'interpréter, en sachant bien à quel point c'est toujours imparfait, mais pendant 20 ans, tous les jours, j'ai joué Céline, j'ai joué La Fontaine, et je recommence au mois de janvier. Je remets encore de manière obsessionnelle, un peu névrotique, parce que la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai répondu, je veux dire des textes. Je veux rien faire d'autre. Justement, vous avez le milieu du cinéma, l'univers du théâtre, et puis cette manière de dire des textes. Est-ce que vous avez prémédité en quelque sorte ce rôle pluriel que vous avez, au point d'apparaître aujourd'hui pour beaucoup comme une sorte de défenseur intelligent et farouche de la langue française, bien au-delà du comédien? Est-ce que vous n'avez jamais prémédité cela? Mais pas l'once d'une préméditation. Rien ne m'y emmenait. Italien, mon père est né à Assise, il arrive, il vient pas d'un milieu culturel, j'allais pas me mettre à être l'incarnation d'une quelconque langue française. Aucune préméditation. Est-ce que, au fil de votre carrière et de votre vie intellectuelle, j'ai parfois l'impression que il y a le comédien, il y a l'acteur, il y a, comment dirais-je, le diseur de texte, et en même temps, vous avez une importance de plus en plus grande, et pour ma part, je vous ai beaucoup apprécié dans cet exercice, dans les interviews intelligentes qu'on peut vous offrir. Cela arrive parfois. Est-ce que vous êtes réellement tenté par cette manière d'offrir au lecteur des analyses, des provocations, des fulgurances qui font de vous quelqu'un évidemment à part, je dirais, dans l'univers médiatique? Alors, encore une fois, aucune préméditation de cette composante d'identité dont vous me parlez. Je pense que j'ai bénéficié d'un ronron mortel qui était l'indignation comme fonds de commerce et le politiquement correct établi en système, ce qui fait que on savait globalement, on sait à peu près, quand on est, comme dit Philippe Muret, dans l'empire du bien, on voit à peu près que il y a une parole qui meurt, et j'ose pas dire que la mienne, elle vit. En tout cas, la mienne n'obéit pas à la doxa. Là, il y a de la malinerie de ma part, je ne sais pas si ça se dit. Je suis malicieux quand même, Là, j'ai bien compris que j'avais un grand boulevard devant moi par rapport à tous mes collègues qui sont toujours exceptionnels humainement, qui sont toujours dans la générosité, qui sont toujours dans ce qu'il faut penser. Alors effectivement, avec cette doxa ambiante, toute rupture, qu'on m'investisse de quelqu'un d'intelligent est une chose qui est très troublante, parce que d'abord, c'est pas une immense vertu pour un comédien. Un comédien ne travaille pas avec son intelligence. Un professeur, il travaille avec son intelligence. Un commentateur, un journaliste, mais pas un comédien. Quand je vais dire Rému est le plus grand de tous, pourquoi? Parce que c'est le plus fort en sentiment. Le plus fort en sentiment. Donc un grand acteur, ça peut être vraiment quelqu'un de très 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 bête intellectuellement. Donc, alors, vous me dites que je le reçois, j'en suis flatté, je ne veux pas vous cacher, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors je vois bien que j'ai chambré aussi toute cette doxa de la bien-pensance de gauche, ce qui m'a valu il faut faire très attention d'ailleurs, parce qu'il faut faire attention au poujadisme
qui est toujours proche quand on commence. Bon. Mais effectivement, ça m'a valu l'adhésion de plein de gens dans la rue quand j'ai fait des interviews, j'ai raconté des trucs. Mais de là là, je suis absolument innocent. Je ne me suis pas dit, je serai un homme intelligent qui ferait des interviews brillants et je vais devenir une référence. Enfin, ça, ce serait de la folie pure. Surtout que l'intelligence, c'est pour moi une chose très étrange, parce que je n'étais pas un bon élève. J'ai quitté l'école très tôt, puisque j'ai été au certificat d'études, donc l'intelligence n'était pas de ma classe. À mon époque, dans les années 60, celui qui allait en 6e était déjà, comme dit Céline, un appelé, un élu. Il n'y avait pas la 6e accessible pour aller au baccalauréat comme aujourd'hui. Le baccalauréat, à mon époque, dans les années 60, était la race des seigneurs. Nous, on était ceux qui allaient du CM1, CM2 aux apprentissages. C'était pas du tout contestable. Il n'y avait aucune haine à l'idée qu'on n'accède pas à ces grands bourgeois qui étaient docteurs, Il commençait à arriver une manière de rattraper tous ces rebuts, puisqu'on nous proposait de faire des lycées techniques, tout ça. On essayait de nous prolonger scolairement, mais moi, j'en étais pas capable. Donc, à 14 ans, j'ai pris mon vélo Solex de l'époque. Ma mère m'a emmené dans un salon de coiffure et j'ai été, comme dans les romans de Céline, pris par un patron. Alors, les conditions étaient très bonnes, mais j'ai gagné l'équivalent de 20 €, je crois, par mois, et j'ai pas du tout été du côté de l'intelligence pendant... Donc, ce qui est étonnant, c'est que le premier metteur en scène important, conséquent, après Philippe Labro, a été Romer. Romer, qui était quand même l'intelligence française, l'analyse, le côté Marivaux, le côté prof, qui a eu un intérêt pour moi. Mais je vous assure que si dans mes interviews, il y a tout ça, je ne vais pas faire l'étonner. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est que le niveau n'est pas très bon, parce que je suis quand même assez... je ne dis pas des fulgurants, je ne suis pas Rimbaud. Moi, j'ai toujours eu un sens aigu de la hiérarchie. Une fois, je tournais un film avec Yves Angelo, le colonel Chabert, et Angelo me disait toujours le matin, il n'y a pas besoin de s'énerver. Tout ce qu'on fera, il y avait Gérard Depardieu, Fanny Ardant, tout ce qu'on fera ne vaut pas 3 pages de Flaubert. Donc ça ne vaut pas le coup de s'énerver. Eh bien moi, je dois dire que ce qui m'a énormément sauvé, aidé, c'est un sens aigu de la hiérarchie. J'étais certain quand j'entrais sur scène pour dire Céline qu'il y avait toutes les chances que je sois plus ou moins bon, mais il y avait une certitude absolue, musicale, c'est la prose somptueuse, poétique du voyage qui atteint une largeur. Bon, ce contact avec la fulgurance, avec le génie, vous place au bon endroit, certainement. Ne vous place pas dans une... l'humilité, c'est un peu d'intelligence. Quand on... Voilà. Vous savez, il y a une phrase qui m'obsède en ce moment, c'est « Seule la bêtise insiste ». Je ne sais pas si c'est Valérie qui l'a dit, mais j'aime beaucoup cette idée que seule la bêtise insiste, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça n'a pas tellement de rapport, mais quand vous êtes ébloui par La Fontaine, quand vous êtes vraiment ébloui, que vous l'avez travaillé intérieurement, modestement, que vous voyez que la fluidité de tout le génie français s'exprime, je sais pas quoi, mais cette nuit je dormais très mal, j'avais des soucis, et je me récitais toutes les fables que je connais, et je commence à en connaître beaucoup. Et je me remémorais, sur le pouvoir, hein, un homme vit une couleuvre, ô méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, alors, et puis il y a toute cette fable qui continue, et vous avez les fulgurances de Rimbaud, j'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
millions d'oiseaux d'or. Ô future vigueur, mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. Quand vous êtes confronté à ces nommeurs, comme dit Nietzsche, ceux qui nomment, quand vous êtes confronté au travail que ça demande, je crois que vous arrivez à pas être infatué par votre ego, contrairement à ce que peuvent donner les interventions de télévision. L'image qu'on a de moi, là, enfin je parle de moi, j'ai pas trop envie, mais enfin vous m'y encouragez. C'est une image très caricaturée parce qu'on est dans un espace qui est le contraire du vôtre. Il faut dire beaucoup de choses. Les producteurs vous ont mis sur la tête de vendre le film, de vendre la pièce. Donc comme j'ai un certain don, je me trahis, je me caricature et les gens ont l'impression d'un mec toujours en forme, qui est toujours en train de dire c'est énorme, des conneries comme ça. Moi ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble, vous m'avez pas vu être comme ça. Donc je suis troublé par le compliment que vous me faites et je ne sais pas comment par où le prendre. Est-ce que ce serait se tromper sur vous que de vous prêter une vision politique au sens banal du terme? Ou est-ce que vous êtes venu à cette conception par la passion de la littérature ou est-ce qu'elle a été une conséquence? Alors moi je pense que il y a une erreur là-dessus, je pense que je n'en ai pas de vision politique et comme je n'en ai pas, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui certainement ose dire par rapport au solennel, à ceux qui ont un esprit de sérieux, je vous répète, j'ai eu un boulevard face à la doxa de la bien-pensance, il suffisait d'affirmer que je n'étais pas héroïque, qui m'a, au bout de 30 ans, fait simplement m'approcher d'un minable concept, parce que je ne suis pas un philosophe, mais j'ai trouvé mon concept qui a fait rire énormément les gens. Mais j'ai mis des années, parce que par les grands-parents de ma fille, qui étaient liés à Jean Vilar, par toute ma connaissance de la bourgeoisie de gauche, que j'ai respiré millimètre par millimètre, que moi, arrivant d'un milieu conservateur, plutôt on se bat et en gros, le but c'est de s'en sortir et on n'a pas de limite à l'effort pour s'en sortir, donc on n'a pas le cœur sur la main. Voilà, ma mère, assistance publique à Clermont-Ferrand, mis à 11 ou 12 ans dans les personnels des grands bourgeois, mon père sortant de la guerre, des 5 ans de captivité, réunissant leurs deux malheurs, puisque chacun perd son conjoint dans des bombardements, ils se battent comme des malades, ils sont vendeurs de 4 saisons et en travaillant inlassablement, ils obtiennent une petite boutique. La petite boutique s'ouvre sur une poissonnerie, la poissonnerie s'ouvre sur un garage. C'est la grande époque des années 60-70. On pouvait, si on travaillait 15 heures par jour, gagner un peu d'argent. Et mon père, tout ce qui était de gauche, lui semblait un ahurissement. Il ne nous comprenait même pas parce que c'était pas un intellectuel. Moi, je l'ai présenté au grand-père de ma fille, qui était un grand intellectuel, qui s'appelait Michel de Beauvais, qui a créé Vincennes avec Deleuze et tout ça. Il ne pouvait pas se comprendre. Mon père pensait qu'on n'habiterait jamais tous sur la place du village. Donc ce concept pour les gens de gauche était inconcevable. Et alors pour terminer, ce que j'ai trouvé au bout de 30 ans, et je suis assez fier de cette formule, c'est j'aimerais bien être de gauche, mais ça, j'ai senti l'Himalaya pour l'obtenir. Et là, c'est un mélange de malice, mais de vérité. Je ne peux pas imaginer qu'on soit de gauche, c'est ça, il paraît que je suis bête, je ne peux pas imaginer qu'on soit de gauche et que ça n'exige pas une légère supériorité, le terme n'est pas bon, une légère exemplarité. Alors, vous allez répondre, ah oui, bah alors, il suffit de dire de droite. Ben oui, parce que quand tu es de droite, on n'exige pas de conseils, on ne te demande pas
ça ne veut pas dire que les valeurs de la droite pas affairiste sont pas sublimes, on ne sait pas où est Peggy, que c'est merveilleux, que la droite n'est pas que la caricature qu'on en fait, affairiste, médiocre. Ça, il y a une droite certainement qui n'est pas une droite d'argent, et c'est plutôt vers celle-là que je m'identifierais, mais il me semble impossible c'est-à-dire que quand on donne des leçons, ce que normalement l'homme de droite fait moins, normalement. Donc effectivement, j'ai trouvé ce concept, j'aimerais bien être de gauche, mais ça m'a semblé un gros boulot. Alors évidemment, ça drainait la clientèle de droite qui est ravie parce qu'ils en ont marre d'entendre uniquement des gens qui les insultent, puisqu'en gros, curieusement, c'était pas de bon ton. Alors là, il se passe quelque chose politiquement d'ailleurs. Alors revenons à votre question, je n'ai aucune conscience politique, je n'ai absolument pas de discours politique, j'ai essayé de lire Marx, j'en ai pas l'aptitude, j'ai plutôt un tempérament anxieux, pessimiste qui me laisse peu entrevoir que la nature humaine va être merveilleuse et qu'un socialisme autogéré, sans hiérarchie, sans patron, va venir d'un jour à l'autre, sans passer par des dictatures absolument monstrueuses. Et en ce sens, j'aimais beaucoup Philippe Tesson. Je déjeunais au Ritz, pour être arrogant. J'avais invité Tesson au Ritz, et il y avait 2 journalistes merveilleux de Marianne qui sont assis, qui ont parlé des horreurs que Sarkozy faisait. Alors moi, j'ai aucune accointance ni avec Hollande ni avec Sarkozy. Et je peux aussi bien dîner avec un ministre de l'économie de gauche ou de droite. Je suis curieux, j'ai un côté, je dirais... Un homme de théâtre m'avait dit que j'étais un peu le neveu de Rameau. Bon, peut-être c'est une qualité, mais ils sont assis, nous ont dit qu'un préfet avait été viré par le pouvoir, tout ça. Donc des choses horribles comme on voyait à l'époque de Sarkozy, qu'on voit d'ailleurs maintenant. Et Tesson les a écoutés parler, a dit « Toutes ces turpitudes, à vérifier d'ailleurs, n'empêchent que ceux qui veulent les détruire et faire mieux que le laver plus blanc créent des tyrannies 100 fois plus immenses. » Et ce côté conservateur, modéré, un peu pessimiste, un peu désillusionné, est plutôt ma nature. Et ma nature ne m'a pas entraîné vers la gauche parce que je ne suis pas optimiste. Et je ne peux pas penser que le mal-être des êtres, qui est la seule lecture que j'ai de la vie, je n'ai pas une lecture politique, c'est là j'ai une lecture, je vais oser le mot, j'ai une lecture quand même, avec tous les guillemets, j'ai une lecture psychanalytique, c'est-à-dire, allez, on n'a pas besoin d'attendre Freud, on peut passer à Pascal avant Freud. Je vois dans la nature humaine ce que les moralistes disaient, il n'y a aucun acte dans les êtres humains qui ne sont pas en économie personnelle de leur idée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne pense pas, je pense que l'homme est dans un inconfort absolu avec le fait qu'il va partir, enfin, je ne vais pas vous faire un résumé de banalité, je pense à la phrase de Nietzsche, j'ai cru voir de grands hommes et je n'ai vu souvent que les singes de leur propre idéal. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans tous, je vois la dimension pascalienne dans la nature humaine. Je ne vois pas la lutte des classes. Mais elle existe. Je ne suis pas ignoble à pas être sidéré quand je prends le périphérique tous les jours pour de Clignancourt pour aller tourner à Brie-sur-Marne la fin du film, de me dire tiens, il y en a un qui habite là, au premier étage de ce périphérique. Pourquoi la destinée de ce bonhomme est d'être au premier étage de ce périphérique? Et pourquoi j'ai été déjeuner au Flandrin à midi avec toute la caricature que représente le 16e? Je me dis, quelle étonnante variété douloureuse. Personne ne peut être insensible au périphérique. Pourquoi au périphérique? Et puis peut-être de manière plus mesquine et médiocre, qui ferait dire à Alain Badiou que je suis un réactionnaire, peut-être, c'est que
ma classe m'entraîne à être du côté des gens qu'on... Alors, à côté de Vincent Bolloré, je suis à peine un immigré roumain. Je dis Vincent Bolloré parce qu'il a eu la gentillesse de m'inviter. À côté d'un gynéco, je suis au niveau d'un gynéco, moi. En ISF, je ne suis pas plus qu'un gynéco. Il y en a des cinquantaines où c'est dans le 16e. Et depuis l'âge de 30, maintenant ça va faire 30 ans, tous les jours je suis au théâtre. On pourrait presque dire qu'il y a une moralité. J'y crois pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais, et de manière plus médiocre, je n'ai pas cette générosité supérieure, et ça je suis sincère, ce comportement à dire, bah oui, moi je m'en suis sorti, mais je veux que... C'est une phrase qui est abstraite pour moi. Je ne peux pas agir sur la vie des autres gens. Je suis suffisamment accablé par mes problèmes personnels. Je suis monstrueux, d'égoïsme, tout ce que vous voulez. Mais j'ose dire que je ne m'endors pas et que mes insomnies ne viennent pas de l'immonde tragédie de l'existence du monde. Mes insomnies sont des angoisses bien minables de moi. Donc j'ai eu un créneau, vous voyez comme je ne suis pas si vaniteux. J'explique que j'aurais eu cette vague résonance dont vous parlez. Je ne vais pas rebondir dessus parce que ça ferait l'homme rempli de fatuité. Mais je pense que j'ose illustrer cette phrase affreuse de Céline. Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste. Je sais que c'est une limite, qu'un génie poétique peut être une concierge haineuse, comme est Céline, que la nature humaine de Céline était un mélange de pur génie, d'émotion, d'invention, de pur, tout ce qu'on... Bon, le problème, c'est voilà, l'œuvre d'art, elle ne fonctionne pas. S'il suffisait d'être Lionel Jospin, qui m'a l'air d'être un homme loyal et correct, je suis sûr qu'il n'a pas menti sur l'ISF, globalement il a l'air d'être clean. Ben oui, c'est pas comme ça non plus, la vie est plus compliquée. Rimbaud, quand vous plongez dans la vie de Rimbaud, c'est pas gai, c'est tragique, c'est... Puis la rencontre avec Philippe Muret, ils m'ont construit, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas... Il a suffi simplement que j'ai eu la grâce d'avoir la passion pour la chose littéraire qui m'a confronté au génie, et face à ce génie, eh ben évidemment, on dit peut-être un peu moins de conneries, parce qu'on est un peu moins enfermé. Enfin, je vous dis ça. Je suis tout à fait frappé par le fait que, malgré vos origines, vous avez échappé à ce que j'appellerais l'aigreur médiocre, et que vous avez le pessimisme, mais enthousiaste et passionné. C'est ce qui parfois peut-être crée l'équivoque du regard porté sur vous. Vous êtes un pessimiste exalté, comme si vous croyiez en demain. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un côté... Ce qui fait dire à mes collègues amis, tu ne peux pas être de droite, toi. Tu es un homme de gauche. On voit bien, tu dis des textes, tu es un homme qui aime la culture. Alors on voit à chaque fois leur conformité. Mais je ne veux pas. Mais en tout cas, là vous me renseignez. C'est vrai qu'il y a... Un jour, il y avait un portrait dans un journal qui s'appelait Libération, que je ne ferai plus maintenant. Et le gars disait, c'est une vingtaine d'années, il s'invente un océan de mesquinerie autour de lui. Et c'était juste, toutes nos histoires. Là, ce que vous m'apportez, c'est évident. C'est évident que je suis quand même exalté. Pas exalté. Tout au moins, il y a une hystérie sur la... Qu'est-ce que je vais faire à 63 ans, le 5 janvier, à la Villette, dans un théâtre de 70 places, alors que j'ai travaillé depuis une quinzaine d'années dans un théâtre de 1000 places, où il y avait toujours beaucoup de fréquentation. Là, je m'en vais, sans aucun intérêt financier, dans 2 salles, pendant tout le mois de janvier à la Villette,
et en février au Lucernaire, en hommage à Laurent Terzieff avec qui j'ai eu un parcours. On a fait un tout petit bout de chemin pendant 1 an ensemble. Qu'est-ce que je vais faire tout ça? Parce que je vais pas assez bien pour ne pas m'imposer ce que disait Flaubert. J'ai soif d'âpres études et de longs travaux. La vie n'est possible que quand on l'escamote. Et dès que vous êtes malheureuse, imposez-vous un travail. C'est la seule solution. Cette femme qui s'appelait Mademoiselle Leroyer de Chantepie, qu'il n'a jamais rencontrée, ou une seule fois. Et ils ont eu une correspondance. Il a pris du temps pour cette vieille dame, un peu mimi comme ça, et il lui disait « Imposez-vous du travail, vous êtes neurasthénique, c'est normal, imposez-vous, travaillez les anciens, apprenez le grec. » Et je suis obligé de constater que c'est drôle qu'il y ait du bruit, parce qu'un jour je jouais Céline, il y a eu une coupure d'électricité, on n'a plus rien vu, et j'ai joué toute Céline avec la seule petite lampe. Donc je me suis allongé par terre, il y avait une toute petite lampe par terre de ce qu'on appelle la veilleuse, et donc j'ai joué Céline, et puis pour créer le lien, j'ai dit Céline écrit, ce n'est pas que j'appelle les catastrophes, mais elles s'imposent à moi avec des sortes de droits. Alors donc, je voulais vous dire qu'effectivement, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas... On était parti sur l'exaltation. Ah oui, vous avez raison. Ah oui, oui, pourquoi je vais me mettre à dire du Baudelaire, du Rimbaud et des trucs impossibles? Ce n'est pas une dîme que vous payez à une mauvaise conscience obscure, peut-être? Ce serait la dîme que je paye à que jamais je n'atteindrai le 10e du travail que mon père a produit pour nous élever. C'est possible, c'est possible. Pas du tout à cette chose que vous indiquiez tout à l'heure. Je ne suis pas assez bien pour être de gauche. Je paye cette dîme parce que je suis dans le tourment, parce que je ne suis pas très heureux, et que j'ai besoin que mon esprit soit occupé à un long travail pour supporter l'existence. Vous dites que vous n'êtes pas heureux, Fabrice Lucchini. Est-ce que le bonheur en lui-même a jamais été une tentation pour vous? Alors, deux petites choses rapidement pour vous dire qu'on est dans une société où il faut faire très attention. Il y a une 20aine d'années, ils ont fait une émission sur TF1 très courte, un taux d'audience énorme, où je traversais une phase dépressive, pas catastrophique, mais un état dépressif. Et je le transformais quand même en petite métaphore, donc j'ai dit, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on m'a offert une valise à roulettes. Et c'est vrai que moi j'ai un sens du miracle, de certaines choses très anecdotiques, très minimalistes. La première fois que j'ai eu une valise à roulettes, je m'émerveillais, vous voyez comme je suis paradoxal, j'étais émerveillé de la valise à roulettes. Donc je développe la valise à roulettes et je dis que c'est la seule bonne nouvelle de l'année. J'ai reçu un courrier de haine, des centaines de lettres, espèce d'ordure avec le pognon que tu gagnes, tu oses aimer une valise à roulettes. Donc c'est une société très très tendue. J'ose dire que je sais pas du tout, ma nature est pas heureuse. Ou tout de même, ma nature n'est pas, mais ma nature est fondamentalement anxieuse et angoissée. Voilà. Alors voilà, ce que je peux obtenir, c'est d'apaiser par une activité. Et que là, la psychanalyse a quand même énormément aidé, c'est qu'au lieu d'être dans l'obsession de faire des films, de préférer être occupé plutôt que de vivre la vacance, j'ai quand même appris, avec 35 ans d'analyse, à surmonter, à supporter le passage où il n'y a rien dans les médias, où il y a personne qui te donne une information sur toi-même, et le supporter, pas dire que c'est le Pérou, mais être capable vraiment de flotter, pas être très content, aller promener son chien, aller dans le bois, écouter Bach et s'en sortir qu'à un quart. Si je n'avais pas eu cette aptitude, mes choix auraient été différents et là mon parcours aurait peut-être été
moins il a une certaine tenue. Et c'est par la capacité à préférer ne rien faire et surtout s'occuper grâce à l'œuvre littéraire, à la chose littéraire. Ça fait 3 mois que j'affronte le bateau ivre. J'ai la certitude que c'est impossible à dire. Et je vais le dire tous les soirs à partir du 5 janvier. Je vais me confronter à comme je descendais, etc. Je sais que c'est pénible, c'est usé. Et il va y avoir une petite musique dont parle Paul Valéry. Et je sais qu'à un moment, je vais m'en sortir quand je vais dire « Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacs naissants, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie, un noyer pensif, parfois baissant, ou teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste. Bon, là, vous voyez, ça merdait au tout début, puis on a été dans quelque chose qui s'entendait. Je vais être confronté tous les soirs à... Il va falloir avoir 2 minutes parce que comme je descendais des fleuves impassibles, c'est très compliqué à affronter. Je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les gens savent même pas de quoi ça... Oui, les haleurs, c'est des trucs dans les ports, la lumière, mais lui, c'est une métaphore. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible. Qui sont ces peaux rouges, personne ne sait. Et ça sert à rien de lire des milliers de bouquins, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules démarrées n'ont pas subi tollbohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Tout ça pour vous dire que Rimbaud n'avait pas vu la mer et qu'il a 17 ans. C'est avant le premier départ vers Verlaine. C'est le dernier grand poème avant sa rencontre. C'est juste le moment de Douai où il va chez son prof de littérature. C'est avant Verlaine. C'est avant la saison en enfer. Mais c'est déjà... Justement, je me souviens de mes études de Cagnes où on avait analysé le bateau ivre. Quand je vous entends le réciter par extrait si magnifiquement, je voudrais vous demander, est-il nécessaire pour votre art, pour votre capacité de dire les grands poèmes, de les comprendre? Absolument pas. Par contre, pas intellectuellement, mais les intégrer suffisamment familièrement pour pouvoir restituer des rythmes et des fulgurances. Pas de compréhension intellectuelle, mais pendant 3 secondes, vous avez été attentif. Pendant 3 secondes, il y a eu un vers qui n'a pas été un ronronnement. Ça va venir tous les soirs. Je fais ce spectacle pour dire je n'échappe pas à ce que dit Valéry. Parce que sinon ce serait d'une vanité incroyable de dire allez écouter La Fontaine ou Racine dans n'importe quelle école, la consigne est d'annonner. Ça veut dire moi j'annonne pas, bien sûr que j'annonne. C'est ce paradoxe, cette dialectique, j'allais dire un petit peu... j'allais dire prétentieux, parler de Nietzsche, cette dialectique. C'est impossible, mais j'y vais. Je sais que ça n'est pas possible, mais je continue à me confronter à cette impossibilité-là. Mais je ne dis pas que c'est possible pour pas leur proposer un produit mort, fini, du style « Alors je me suis baigné dans le poème de la mer ». Non, ça, ils veulent, eux, ils pensent qu'ils ont fait, ils savent, faut pas. Faut offrir au public. Je ne suis pas capable de le dire. Je vais vous le lire à plat et puis à un moment des mouvements vont s'imposer et je vais dire hors moi bateau perdu sous les cheveux des anses.
jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse, ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur. Respirer les temps, les rythmes, travailler 10 heures, 20 heures un vers. Une strophe, disons une strophe, je ne sais pas comment on appelle ça, 3-4 vers peuvent être le produit honnêtement de 40-50 heures. Vous travaillez totalement seul. Totalement seul, et partout, quand je tourne un film, il y a tellement d'heures d'attente. Vous connaissez la phrase magnifique de Jouvet, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon acteur? Trouver une chaise. Quelle est la principale qualité pour un acteur de cinéma? Il a répondu, trouver une chaise. Et c'est vrai qu'on attend, même si on attend moins que du temps de Clouzot, on attend. Donc pendant 2 mois, j'ai travaillé comme un malade en attente, parce que je connaissais mon texte de président de cour d'assises, et donc je me confrontais le soir, le matin, dans la voiture, en marchant, en me baignant, brassé, comme dit Michel Bouquet, cassé, usé, toujours usé, pour que le sens se révèle et non pas ta musique personnelle. Quand ta fatigue est telle que le sens se révèle. Parce que c'est ma découverte aussi de Jouvet. Quand vous m'avez fait la compliment, la gentillesse, je sais pas, j'ai eu le miracle de rencontrer Jouvet, évidemment pas vivant, parce qu'il est mort donc en 51, et moi je naissais en 51. Il est mort en août 51, Céline est mort en 61, et moi je nais en 51. Donc Jouvet mort en août, et moi je nais, et je rencontre l'œuvre fondatrice, la seule œuvre, le seul témoignage de l'Occident sur l'art du théâtre qui dépasse évidemment Diderot, car comme dit Jouvet, il ne connaît du théâtre, il n'en a jamais subi la passion, il n'en a vécu que le paradoxe. Voilà l'intelligence, la fulgurance de Jouvet. Alors comment voulez-vous que quand tu te nourris de Jouvet, de Dulin, jour et nuit, que tu lis nourriture, cette nourriture-là, Nietzsche, Jouvet, si tu restitues pas un petit peu dans un interview, sans citer, parce que le procès de la citation est un truc qui me gonfle. Je cite par humilité, je ne cite pas, j'ai des profs, un homme qui a fait Cannes, je ne vais pas frimer, je donne la couleur, je suis un obsessionnel, je n'ai pas une connaissance immense, il y a des gens, donc, mais la citation, je ne sais pas moi, je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai le dégoût très sûr. C'est tellement mieux de citer Jules Renard que d'essayer de balbutier. Encore un symptôme de notre époque, le moi-je, le moi de Warhol, je serai une vedette, donc le moi-je, enfin bon, peu importe. Jouvet, Céline, Nietzsche, un petit peu bizarrement, Freud, Molière, Rimbaud dans sa difficulté, Baudelaire dans son génie de la forme, Proust dans son acuité du masque social, avec cette phrase magnifique de Céline, Proust, mi-revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant leur bateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Comment il parle de Proust, c'est pas partouzards indécis. Voilà le génie. Il a défini les personnages de Proust comme des partouzards indécis. Être partouzard, c'est pas possible, on n'est jamais indécis. Il n'existe pas de partouzard indécis. Et lui, il agence 2 mots, partouzard indécis. C'est du génie. Parce qu'il y a toute l'œuvre. Partouzard indécis, gens du vide, fantômes de désir.
J'ai l'impression, tout à l'heure, vous parliez de vos interventions dans les médias, et même par rapport à vos films, il me semble que vous oscillez toujours entre une expansion de vous-même, une sorte de frénésie, mais contrôlée tout de même. Je pense au plateau Un jour de France 2 avec Laurent Delahousse, et de l'autre côté avec un effacement presque ascétique. Je vous sens peu doué pour le juste milieu. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, donc on alterne dilatation ou rétraction. Vous le cherchez. Non, je ne l'ai pas, la modération, malheureusement. J'ai pas la modération. Et j'ai pas un moi suffisamment stable pour être incarné. Même si je suis vraiment très heureux de vous avoir répondu, car vous m'avez apporté quelque chose. J'ai compris quelque chose à la suite de notre entretien. Vous m'avez fait un compliment qui était troublant, ce compliment sur mes interventions. Et j'ai compris que je n'étais vraiment là qu'un acteur. Je restituais ce qu'a été les fulgurances, les illuminations de ce que là, vraiment j'ai aimé passionnément, que j'ai intégré et j'ai pu le restituer. Restituer, pour Jouvet, c'est le mystère suprême. Toutes ces rencontres avec ces écrivains, particulièrement Jouvet, fait que vous avez obligatoirement des réponses qui sentent la fulgurance des gens qui vous ont nourri. Donc, et la deuxième chose, sur les deux phases, exaltation et rétraction. Même dans le choix de vos films, me semble-t-il, parfois. Oui. Mais ils ont maintenant une tendance à me donner des rôles où mon excentricité, mon hystérie, mon exaltation, ce que les gens disent, ça dingoterie, quoi. Je pense à Michel Bouquet, vous voyez, Michel Bouquet a été très important dans ma vie, il fait partie aussi de ces rencontres, Jouvet, Cochet, Michel Bouquet, et il m'avait fait comme compliment, j'avais 20 ans, je faisais un premier film, rôle principal avec lui, il m'avait dit, tu sais, les gens te prennent pour un phénomène, mais tu es d'abord un acteur classique, parce que tu penses énormément. Tu penses trop même peut-être, de me lire toute la journée l'Évangile ou la Bhagavad Gita à 21 ans, il y a quelque chose d'excessif. Tu es un acteur de réflexion. C'est les seuls acteurs qui valent le coup. Tu n'es pas un naturaliste. Alors lui, dis donc, qui aussi, avec cette voix métallique admirable, grande rencontre, nourrissante. Je ne crois pas que je sois doué pour un moi, même si là, la synthèse de cette heure passée tous les trois va montrer qu'il y a des moments, quand même, des petits progrès dans un registre modéré. Malheureusement, on approche de la fin. J'aurais voulu vous questionner sur deux spectacles que pour ma part, j'ai beaucoup aimé, Céline et Muret. Est-ce que vous avez délibérément donné un tour différent à ces deux spectacles? Au fond, Céline, vous lisez, vous récitez magnifiquement, je pense au texte sur les gratte-ciel. Et Muret, j'ai eu l'impression que vous développiez quelque chose d'assez rare, qui était de montrer, dans les diverses séquences de la drôlerie et du rire, à quel point vous pouviez faire mieux que n'importe quel animateur dans le genre en question. Comme si parfois vous abandonniez Muret pour vous consacrer peut-être davantage à votre propre inventivité. Est-ce que je me trompe? Alors, deux exercices qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y a une structure supérieure de style qui est un grand poète, Céline. Donc là, on est condamné dans le bon sens. Le mot condamné n'est pas bon. Il y a une nécessité d'être face à une partition, comme Bach. Muret est un essayiste.
éblouissant. Deuxième chose, Muret, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est sa femme qui m'a appelé pour le dire. Et la résonance, la correspondance s'est tout de suite installée. Mais comme Muret n'est pas du domaine d'un style, même s'il écrit remarquablement bien, mais c'est plus, je dirais, une sociologie heureuse, une sociologie comique, une sorte de sociologie géniale, il offrait, par rapport au contenu violent, des ouvertures sur mon travail d'évocateur pour qu'il trouve toutes les équivalences. Vous voyez, par exemple, elle se voyait, il raconte une idiote qui est une bobo incarnée, et il a un poème qui s'appelle « À une touriste blonde ». Et il dit, elle avait terminé son second CDD, mais elle envisageait d'autres solutions. Elle voulait travailler dans l'animation pour égayer ainsi nos fêtes de fin d'année. Elle avait pris contact avec plusieurs agences et des professionnels de la chaude ambiance. Elle était depuis peu amie d'un vrai artiste, musicien citoyen, jongleur équilibriste, grand organisateur de joyeuses sarabandes le mercredi midi et surtout le samedi pour la satisfaction des boutiques Godasland, créateur d'escarpins, cubistes et nabis. Elle aussi s'entraînait à des tours rigolos en lançant dans les airs ses propres godillots, baskets bimatières à semelles crantées. Les messages passent mieux quand on s'est bien marré. Au ministère social des instances drôlatiques, elle avait exercé à titre de stagiaire l'emploi de boîte vocale, précaire et temporaire. Elle en avait gardé un souvenir érotique. Et puis, elle voulait 3 bébés. Et il dit à un moment, elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les collectifs éducatifs possibles. Confrontée avec les mœurs, elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les possibles, face à avec les professeurs qu'elle appelle conservateurs pourris, qui pour eux, on pense que l'époque est pas bonne, alors que pour elle, elle n'est que délectation. Comme toutes les radasses et toutes les grognasses, comme toutes les bécasses et comme toutes les connasses, elle adorait bien sûr Marguerite Duras. De cette vieille carcasse, elle n'était jamais lasse. Elle s'appelait Praline, mais n'aimait pas son nom. Elle voulait... C'est tellement jubilatoire d'entendre. Alors ça lui a pas réussi parce que ça n'a pas de solution. C'est tragique. L'analyse de Muret. Et je vais vous dire un truc. 1 an et demi ou 2 ans, j'ai joué ça. Le public ne comprend pas de quoi il est question. Le public dit, mais pourquoi il n'aime pas la fête? Les gens s'amusent, consomment. Muret, c'est... Comment te dire? Enfin, c'était troublant parce que j'avais un public qui était presque les gens qui le... J'avais des bobos en Vélib qui venaient écouter les projets de la Noël. Mais ça, c'est un coup de chance, encore une fois, admirable coup de chance que Anne Muret me téléphone. Alors, vous voyez, quand on a une fidélité, une vague structure, la femme de Muret vous appelle. J'aurais été partout et nulle part dans des télévisions. Elle ne m'aurait pas appelé. Donc, c'est un parcours plus rigoureux. Et quand je commençais le spectacle par les emplois jeunes de Martine Aubry, comment Balzac se retrouverait face à un assistant de déchetterie. Après, il y avait le débat, le concept du débat. Le but n'est pas qu'il y ait un objet de débat, c'est qu'il y ait débat. Donc l'époque veut du débat, non pas pour qu'une pensée surgisse, mais simplement pour qu'on se frotte le cerveau de manière débile. Après, il y avait le poème là qui faisait rire énormément. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois et la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Tous les deux étaient des altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.
Et après, j'avais ce grand texte sur l'infantéisme, c'est-à-dire l'enfant roi, projection du bobo sur l'enfant, etc. Et après, Malraux, qu'est-ce qu'aurait aimé Malraux, qui voulait que la culture soit une chose personnelle et non pas ce magma de propositions. Moi, je signe complètement dans la perception de Muret. J'ai malheureusement 2-3 questions seulement encore, une dérisoire. Quand vous faites rire votre public quasiment aux larmes quand vous évoquez l'île de Ré, est-ce que c'est de la dérision? Est-ce que c'est une forme de solidarité joyeuse? Est-ce que vous dénoncez ce que vous avez envie de vivre? Non, mais c'est de la putasserie. Il y a dans un acteur au théâtre plein de cochonneries. Il y a de la grandeur, il y a de l'aspiration à la perfection de la restitution de la langue, et puis il y a des cochonneries. Et un acteur qui rentre en scène est la réunion de ces cochonneries et de cette aspiration à la perfection. Et les petites ficelles d'imaginer mon lecteur, mon spectateur idéal, c'est-à-dire un pauvre gars, ce que j'ai nommé comme concept, Robert. Et là où c'est inconsciemment fascinant, c'est que je m'appelle Robert. Donc le mec qu'on empeine, c'est que moi j'ai fait rire des gens, mais les gens pouvaient même plus rester par le Robert, rien qu'en montrant comment Robert regarde les premiers textes de Nietzsche. Et toute la scénographie où j'imagine que Robert, il était au boulot, la femme qui est une abonnée à Télérama, guerrière, lui dit « J'ai une bonne nouvelle, on va écouter Lucchini ». Et que ça l'emballe pas du tout. Et qu'elle finit par lui dire « Si tu ne viens pas, il finit par venir, il prend sa bagnole, il traverse tout Paris, il se gare, il arrive face à des dingues, des nanas qui sont en position de grands yogis, et j'entre et je commence la phrase de Nietzsche, j'éprouve une joie mélancolique. Et là, je me mets à la place de Robert, qui se demande combien de temps ça va durer. Et là, j'assouvis. Ils sont tous Robert. Et moi aussi, je suis Robert. C'est-à-dire que ça, j'ai eu un coup de bol. J'ai trouvé un concept. Robert, c'est-à-dire le mari de l'abonné, c'est moi, mais c'est vous. Alors vous, plus armé que Robert, mais on est tous Robert. Face à quoi? Face à l'œuvre. Donc, ça, c'est un coup de... C'est un coup de... Pas de génie, mais c'est un coup de bol, c'est un coup de... Bon, alors, je vous dis la vérité. Face à l'effort que je leur demande, il faut des soupapes putassières. L'île de Ré, Robert, c'est des soupapes, des ficelles pour alterner, car il n'y aurait pas 1000 personnes comme depuis pas mal d'années il y a à écouter des textes. Alors là, j'ai poussé le bouchon encore plus haut pour le prochain, et je vais dans des théâtres petits, mais s'il n'y avait pas un moment du consommable, mais là, je vais essayer de le faire le plus tardivement possible. Là, sur l'heure, il n'y aura pas une putasserie, et en deuxième partie, il y aura une détente, mais on restera sur les thèmes. Je voulais vous demander, Fabrice Lucchini, je vais vous faire une confidence. J'ai fait un certain nombre d'entretiens vidéo avec des personnalités, des journalistes, des hommes politiques. Et puis je vous dire qu'avant de vous rencontrer et avant de faire cet entretien avec vous, j'étais extrêmement intimidé, plus que je ne l'ai jamais été dans les exercices précédents. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et au fond, d'où ça peut venir? Alors, première chose, je ne le comprends pas. C'est plutôt moi qui suis intimidé, sinon je ne serais pas venu dans votre bureau. Vous avez écrit un papier, on va se dire tout, vous avez écrit un papier qui était à la fois bienveillant pour un papier qui a été fait par Jean-Christophe Buisson, oui, et une légère irritation de l'image un peu outrée dans les plateaux télévisuels. Alors le compliment était mêlé de oui, parce que quand on le voit à la télé, il prend trop l'espace, etc. Et j'ai bien aimé, parce que c'était lumineux, et comme c'est très rare d'être renseigné, je me suis dit, voilà un remarquable article, je comprends qu'il pense ça m'intéresse de savoir qu'on peut penser ça, il va falloir que je fasse attention dans mes choix médiatiques, et faire très attention, etc. Et
Donc quand je suis venu ici, c'était pour moi, d'une part, je ne comprends pas que vous soyez intimidé, parce que j'ai toujours cette détermination sociale. Je ne veux pas faire du Zola, mais je me suis fabriqué une arme. C'est fou ce que je comprends avec cet entretien. J'ai compris 2 choses dans ce temps, 3 choses, dis donc. Sans vous flatter, ça m'arrive rarement. Je viens de comprendre même que peut-être que cette passion de la littérature est une sorte d'arme pour passer à une autre classe. Ce qui est horrible, parce que même cette passion de la littérature aurait une motivation un peu comme ça, bizarre. Quand moi je viens vous voir, je reste le petit jeune homme, même si maintenant j'en suis plus un, mais je reste avec mon Duffelcoat, un Duffelcoat de chez Lassens ou de chez Hermès, mais je reste le même Duffelcoat que quand j'avais 20 ans à Montmartre et que je fumais des pétards avec les hippies de l'époque. Et je me dis, tiens, je vais voir un monsieur, on m'a dit qu'il était un grand avocat, qu'il était immensément lyrique. Non, on ne m'a pas dit ça, on m'a dit que vous aviez une disposition puissante. Et je dis, c'est étonnant parce que quand je le vois dans la vie, je vois qu'il a un rapport à la langue, un peu comme Jouvet. Je ne sais pas si c'est qu'il a été bègue, mais vous avez un rapport particulier au langage, vous. Et vous êtes devenu quelqu'un qui est devenu fort dans votre domaine à partir d'une difficulté. C'est comme ça que j'interprète. Je ne veux pas être indiscret sur vous, puisque vous ne voulez pas. Mais sachez que Jouvet était bègue. Et Jouvet est le plus grand théoricien de l'art du vers. Donc, sa difficulté s'est transformée en merveille. Donc, quand je suis venu, c'était plutôt moi qui étais intimidé. Ça me rappelle la phrase d'une grande rencontre de ma vie, Roland Barthes, quand je rentrais chez lui et qu'il m'a répondu « N'oubliez jamais que l'autre a aussi peur que vous ». Donc, d'une part, je ne comprends pas que vous ayez eu peur. Je n'ai rien d'intimidant, sauf que je peux inquiéter par mes excès de ma manque de modération. Ça, je peux imaginer que... Vous savez, vous m'avez parlé de gens même... Mais il y en a un paquet qui me détestent, je crois. Je ne suis pas neutre. Les gens, c'est pour ou contre. Avant, c'était beaucoup de contre. Maintenant, il y a plus de pour que de contre. Manifestement, ça peut changer. Je suis assez innocent de ce que... Je n'ai pas une image de moi qui pourrait me faire dire « Je comprends qu'il ait peur de me rencontrer ». Je vais préciser en posant ma dernière question. Au fond, ce qui me faisait peur, c'est que j'avais la certitude de rencontrer quelqu'un qui existait. Je veux dire, et qui était peut-être capable de me déborder, de me dépasser, de me faire perdre la tête, de m'égarer dans mes questions et peut-être de me conduire à une sorte d'écoute où je n'aurais plus à intervenir. Et c'est pour cela que j'aimerais vous poser cette ultime interrogation. Vous admirez les grands maîtres, Proust, Flaubert, La Fontaine, Céline. Vous avez sans doute une grande admiration pour quelques cinéastes. Il y a eu des grands acteurs de théâtre qui vous ont enchanté. Vous avez par un maître, Jouvet. Comment fait-on ? Et c'est très important pour moi, comment fait-on pour être capable d'une qualité si rare d'admiration multiple et pourtant d'être un homme qui existe aussi intensément que vous ? Je pense que je n'existe certainement que par cette nourriture que produit, que offre de manière généreuse et maternelle tous ces génies de la pensée. Je pense ça, mais je suis très étranger, même après 30 ans d'analyse, j'y comprends pas grand-chose. Vous me dites que j'existe, je vous le réponds, je suis toujours sidéré qu'on me dise ça. Moi, je ne suis pas en contact avec cet existant-là. Moi, je suis en contact avec quelqu'un qui dort pas bien, qui est pas facile, qui est inquiet. Je suis jamais en contact avec ce que vous me dites là. L'homme dont vous me parlez, c'est pas celui avec qui j'existe. Moi, l'homme avec qui j'existe, c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. C'est une fois les exaltations passées, c'est rien. Donc j'ai un sens aigu de mon rien. Je pense que la psychanalyse m'aura au moins apporté ça.
être en psychanalyse, c'est avoir le courage de jamais n'avoir le bon rôle. Il n'y a jamais de bon rôle. On a des bons rôles au cinéma, on a toujours des mauvais rôles. Car quand vous entrez chez le psychanalyste, il ne va jamais dans votre sens. Il va toujours à vous dire, oui, vous cherchiez ça. Par exemple, tu rencontres un bonhomme dans un couloir et tu as eu une demande démesurée. Et tu dis, qu'est-ce qu'il était con. Alors tu rentres dans la séance en disant, ah, j'ai rencontré un psychiatre, il était d'une connerie, etc. Et l'autre te répond, vous attendiez quoi? Et c'est jamais de la faute de l'autre, c'est de ta faute. La psychanalyse, c'est ta faute. Tout ce que tu fais, tout, c'est surresponsabilisant, surdésillusionnant, surdéprimant. Mais, quand vous me dites, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui existe, je me dis, tant mieux pour vous, vous m'avez appris ça. Moi, je ne le sais pas. Et ce n'est pas de la fausse humilité, hein. Ça ne m'apporte pas grand-chose, sinon que de vous rencontrer. Ça, c'est remarquable. Et d'aller au théâtre et peut-être avoir des gens qui viennent m'écouter. Mais moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que vous voulez que ça m'apporte d'exister à vos yeux? Et j'en suis fier et je le prends pour un très grand compliment. Je vais sortir de là en me disant, j'ai vraiment passé 1h30 délicieuse, j'ai appris plein de trucs, mais je vais être content, puis après les soucis vont arriver. Donc c'était, je vous le dis, comment quelqu'un, il y a donc 3 choses. J'existerai, moi je vous réponds, c'est certainement grâce à l'incroyable nourriture que me produisent. Il y a une chose évidente, réelle, je suis exalté par la langue française, je pense. Je suis ébloui par le style, mais pas le style de la belle écriture. Anatole France, je ne connais pas bien, mais je sais que Céline le détestait. Non, Partouzard indécis, ça me remonte. Elle se voyait déjà mère d'élèves impliquée dans tous les collectifs éducatifs possibles, harcelant les maîtres les plus irréductibles, conservateurs pourris, salement encroutés, qui se cachent derrière leur prétendu savoir, faute d'appréhender un monde en mutation, qui sans doute a pour eux l'allure d'un repoussoir, alors qu'il offre à nos yeux tant de délectation. Voilà. Là, ça me nourrit, ça m'exalte. Mais bon, alors il y a des hiérarchies, hein. C'est pas Rimbaud. Après, il y a Rimbaud, j'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Perfection du mouvement, là. Il y a des mouvements. Alors ça, ces gens-là, est-ce que je suis un bon réceptacle parce que ma maman m'a bien élevé et qu'elle m'a donné une richesse de réception? Et si j'existe, d'abord je pense à ma mère, car je pense que c'est grâce à ma mère, mais c'est peut-être par... c'est là, je vais vous dire, alors on va revenir sur la première question, c'est le coup de bol que, parti du 18e, on peut traverser l'avenue Victor Hugo, comme je l'ai fait pour aller à votre rendez-vous, en ayant un regard critique sur ces visages bouffis par les opérations chirurgicales, sans mythologie pour la porte de Clignancourt, parce que c'est pas gai, mais cette liberté, comme disait Nietzsche, cette liberté, je ne mourrai jamais pour une idée, mais pour avoir le droit d'en avoir une différente tous les jours, toutes les heures. Eh bien moi je ne mourrai pas pour la lutte des classes, mais je mourrai, enfin c'est excessif, en tout cas, je voudrais que continue cette variété incroyable. C'est esthétisant, je reconnais que pour le gars qui habite rue Clignancourt, mon regard esthétisant est affreux, je le reconnais. Mais disons que ce qui peut-être, a fait que des gens ont une certaine affection. Est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas quelqu'un qui, au-delà de sa détermination sociale, a eu accès à ce qu'on nous bassine pour dire qu'il faut des médiathèques de tous les côtés, alors que je pense qu'il ne faut pas de médiathèques, il faut détruire toutes les médiathèques, il faut mettre des bonnes petites bibliothèques comme dans le temps, dans les années 60,
avec tous les livres et les faire venir à la littérature s'ils en ont envie. Il y a, bon, peu importe. Mais peut-être que cette liberté de promener avenue Victor Hugo, de venir parler de Rimbaud, peut-être qu'inconsciemment, des gens disent je crois que, je vais vous dire la vérité, je pense que pour les gens populaires, c'est un énorme atout. Parce que les gens populaires se disent, il est des nôtres, parce que je suis des leurs. Ma maman était femme de ménage au Figaro, elle se levait à 5h du matin quand elle a quitté le commerce pour une raison de... Ils ont été ruinés à un moment. Donc je connais, elle s'occupait du bureau de Paul Droit, un mot comme ça, Max Paul Droit, un truc comme ça. J'allais la chercher des fois au Figaro le matin avant d'aller au boulot, puisque je travaillais à avenue Montaigne. Et je pense que pour les populaires, gens simples, ils se disent, ce mec aime la langue et il vient pas de Janson de Sailly. Et puis la bourgeoisie, on a marre qu'on les insulte toute la journée à dire vous êtes des ordures, vous avez des comptes en Suisse, je vous exècre, vous n'êtes pas de gauche, vous ne faites pas partie de la famille éblouissante. Et bien ceux-là, ils ont une affection à me rendre la monnaie de ma pièce en disant « Ah, Fabrice, sympa ». Donc j'ai un miracle, est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais j'ai un miracle qui est aussi le choix de mes films. Je fais Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et je fais Alceste à bicyclette, je fais Claude Lelouch et je fais Éric Rohmer. Très beau mot de la fin. Merci Fabrice Lucky.